Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais vous demander de faire quelque chose de simple. Trouver un endroit confortable, pas forcément silencieux, pas forcément parfait. Juste un endroit où vous pouvez être là avec vous-même pendant un moment, parce que ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui mérite cette attention, cette présence. Je vais vous parler de quelque chose dont on parle rarement avec suffisamment de clarté. On en parle souvent avec de la colère, avec des listes, avec des étiquettes. Mais je voudrais en parler autrement, avec douceur, avec nuance, et surtout avec la conviction que comprendre ce qui nous a fait du mal, c'est déjà commencer à s'en libérer. Le thème d'aujourd'hui, c'est celui des personnes toxiques, et plus précisément, ces phrases qu'elles utilisent, ces phrases qui semblent anodines au premier abord. Ces phrases que vous avez être entendues des dizaines de fois sans tout à fait réaliser ce qu'elles faisaient à l'intérieur de vous. Parce que c'est ça la particularité de ces mots-là. Ils ne font pas de bruit en entrant, ils ne sonnent pas d'alarme. Ils arrivent doucement, presque raisonnablement, parfois même avec tendresse. Et pourtant, avec le temps, ils creusent quelque chose en vous. Ils modifient la façon dont vous vous percevez. Ils réorganisent peu à peu votre réalité intérieure. Je pense à ces personnes que j'ai accompagnées au fil des années, des hommes, des femmes, de tous âges, de tous milieux, des gens intelligents, sensibles, souvent très attentifs aux autres, et ils arrivaient avec ce même sentiment de confusion, ce même trouble. Je ne sais plus très bien ce que je ressens, je ne sais plus si j'ai raison ou tort, je doute de tout. Et en les écoutant, en remontant doucement le fil de leur histoire, on retrouvait toujours quelque chose de semblable, une voix, parfois celle d'un parent, parfois d'un conjoint, parfois d'un ami proche ou d'un collègue, une voix qui répétait certaines phrases, pas avec des cris, pas avec des coups, avec des mots qui, mis bout à bout, finissaient par former une cage. Voilà pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui, non pas pour vous donner une liste d'ennemis à identifier, ni pour vous inciter à couper le lien avec tout le monde, mais pour vous aider à reconnaître, à mettre des mots sur ce que vous avez peu être vécu ou ce que vous vivez peu être encore. Parce que nommer, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir. Alors installez-vous, nous avons le temps et commençons doucement. La première chose que je veux vous dire, c'est que les personnes que nous appelons toxiques ne sont pas nécessairement des monstres. Ce n'est pas une vision que j'aime, parce qu'elle est trop simple. Et la réalité humaine est rarement simple. Souvent, ces personnes ont elles-mêmes souffert. Elles ont appris, quelque part dans leur propre histoire, que pour survivre, pour exister, pour avoir de l'importance, il fallait contrôler. Il fallait diminuer l'autre pour se sentir grand, il fallait brouiller les pistes pour ne jamais être tenu responsable. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Et comprendre les mécanismes ne signifie pas les accepter. Ce qui rend ces personnes difficiles, ce n'est pas tant leur caractère en soi que l'effet qu'elles produisent sur nous. Et cet effet passe en grande partie par le langage. Le langage est notre outil le plus puissant. Avec des mots, on peut consoler, on peut guérir, on peut construire une confiance solide comme une maison, mais avec des mots, on peut aussi démolir, on peut semer le doute, on peut faire en sorte que quelqu'un progressivement perde confiance en sa propre perception du monde. Et le plus souvent, ces mots ne ressemblent pas à des attaques. C'est là leur force. Et leur danger. Alors commençons par la première grande catégorie de ces phrases, celle qui invalide. Vous avez dit quelque chose d'important pour vous. Peut être vous exprimé sur un désaccord ou sur une douleur ou simplement sur ce que vous ressentiez dans une situation donnée. Et la personne en face de vous a répondu quelque chose comme tu exagères toujours, ou peut être tu es trop sensible, ou encore tu dramatises, ce n'est pas si grave. Ces phrases semblent en surface être des observations, comme si la personne vous donnait un retour honnête sur votre manière de réagir, comme si elle cherchait à vous aider à relativiser. Mais regardons de plus près ce qui se passe réellement. Quand vous exprimez une émotion, vous partagez quelque chose de vrai en vous. Vous dites, en substance,
voici ce que je ressens, voici ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand l'autre répond tu exagères, il ne répond pas à ce que vous ressentez, il répond à la validité de ce ressenti. Il dit ce que tu ressens n'est pas réel, ou ce que tu ressens est disproportionné, ou encore tu n'as pas le droit de ressentir ça. Et c'est un acte extrêmement puissant, parce que les émotions sont précisément ce domaine où nous n'avons pas de témoin extérieur. Personne d'autre que vous ne sait ce que vous ressentez vraiment. Et si quelqu'un, une personne en qui vous avez confiance, vous dit régulièrement que vous vous trompez sur votre propre expérience intérieure, alors peu à peu, vous commencez à vous méfier de vous-même. J'ai accompagné une femme, appelons-la Sandrine, qui avait vécu avec un compagnon pendant 7 ans, un homme intelligent, séduisant, qui savait être charmant en public, et elle me décrivait comment, à chaque fois qu'elle exprimait une frustration, une tristesse, une inquiétude, il trouvait le moyen de retourner la situation. Elle disait « Je me suis sentie blessée par ce que tu as dit ». Et il répondait « Tu es vraiment impossible à vivre, on ne peut jamais rien te dire ». Remarquez ce qui se passe. Elle parle de ce qu'elle ressent, il parle de ce qu'elle est. Elle pose une émotion sur la table, il pose un verdict sur son identité. Et après 7 ans de ça, Sandrine ne savait plus ce qu'elle ressentait, elle ne savait plus si ses peines étaient légitimes. Elle venait me voir et elle commençait ses phrases par « Je ne sais pas si c'est normal de ressentir ça, mais ce « je ne sais pas si c'est normal » est l'un des signes les plus clairs que quelqu'un a été pendant longtemps invalidé dans ses émotions. Alors je veux vous dire ceci, vos émotions sont toujours valides, pas nécessairement exactes dans leur interprétation, pas toujours proportionnées, mais toujours valides comme information sur ce que vous vivez. Personne n'a le droit de vous dire que vous ne ressentez pas ce que vous ressentez. Et si quelqu'un le fait régulièrement, c'est une information très importante sur la nature de cette relation. Il y a une autre phrase dans cette famille d'invalidation qui est un peu plus subtile, c'est celle-ci « je le fais pour ton bien » ou ces variantes « je te dis ça parce que je t'aime. Si je ne te le disais pas, qui le ferait ?» C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Ces phrases ont quelque chose de particulier. Elles emballent une critique, parfois une attaque, dans un papier cadeau de bienveillance. Elles font en sorte que si vous vous défendez, si vous réagissez, si vous dites « ça me blesse », alors vous passez pour quelqu'un qui refuse d'entendre la vérité. Quelqu'un qui ne sait pas recevoir de la bienveillance, c'est une construction très habile, même si souvent inconsciente. Elle met la personne à l'abri de toute remise en question. Elle dit, en substance, si tu ne vas pas bien après ce que je t'ai dit, c'est ton problème. Moi, j'ai fait mon devoir. Mais voilà une question simple que j'aime poser. Est-ce que les personnes qui vous aiment vraiment vous font habituellement sentir plus petit après leurs remarques? Est-ce que leur honnêteté vous laisse généralement meurtri et confus ou est-ce qu'elle vous grandit? La vraie bienveillance peut parfois faire mal, oui. On peut entendre une vérité difficile d'une personne qui nous aime et en être secoué. Mais il y a une différence qualitative entre une vérité dite avec soin, avec tendresse, et une vérité assénée comme une arme. L'intention ne suffit pas à justifier le résultat. Et si une personne dans votre entourage vous présente régulièrement ces critiques comme des cadeaux que vous n'êtes pas capable d'apprécier, il vaut la peine de vous arrêter et de vous demander à qui profite vraiment ce discours. Si ce que vous venez d'entendre vous a touché, je vous invite à prendre un instant pour vous abonner. Ainsi, vous continuerez à recevoir davantage de réflexions sur l'art de se comprendre soi-même et de naviguer dans ses relations avec plus de clarté et de sérénité. Continuons. Parce que nous n'avons fait qu'effleurer la surface, il existe une deuxième grande famille de phrases que j'appelle les phrases de déstabilisation de la réalité. Elles sont plus profondes encore dans leurs effets parce qu'elles ne s'attaquent pas seulement à vos émotions, mais à votre mémoire et à votre perception des faits. La plus connue d'entre elles, et vous l'avez peu, être entendue, c'est « ce n'est pas ce que j'ai dit » ou « tu n'as pas compris » ou « tu inventes » ou encore, dans une forme plus douce, mais tout aussi déstabilisante, tu interprètes toujours tout de façon négative. Ce phénomène a un nom dans la psychologie contemporaine. On l'appelle le gaslighting. Un terme anglais qui vient d'un vieux film des années 40 où un mari manipulait sa femme pour lui faire croire qu'elle perdait la raison.
Et bien que ce mot soit devenu très populaire, parfois un peu trop utilisé, il désigne quelque chose de bien réel et de bien documenté. Le principe, dans sa forme la plus pure, c'est de faire en sorte que quelqu'un doute de sa propre perception de la réalité. De lui faire croire que ce qu'il a vu, entendu, vécu ne s'est pas passé comme il le pense, ou ne s'est pas passé du tout. Imaginez la situation suivante. Vous avez une conversation difficile avec quelqu'un, des mots durs sont prononcés, vous en sortez blessé. Le lendemain, vous essayez d'en parler. Et la personne vous dit, avec un regard presque sincèrement étonné, « Je ne me souviens pas d'avoir dit ça, tu dois rêver. » Ou peut être, « J'ai dit ça, mais pas de cette façon-là, tu l'as mal pris. » Et vous voilà dans cette position inconfortable de devoir défendre votre version de la réalité, sans preuve, sans témoin, face à quelqu'un qui nie avec assurance, et quelque chose en vous commence à vaciller. Peut être que c'est vous, peut être que vous avez mal compris, peut être que votre mémoire vous joue des tours. C'est précisément l'effet recherché, consciemment ou non, parce que quand on ne peut plus faire confiance à sa propre mémoire, à sa propre perception, on devient dépendant de l'autre pour savoir ce qui s'est passé. On commence à filtrer sa réalité à travers les yeux de cette personne. Et cette dépendance, c'est une forme de pouvoir extraordinaire. J'ai en tête un homme, appelons-le Marc, qui travaillait depuis plusieurs années dans une équipe avec un responsable que tout le monde craignait mais que personne n'osait remettre en question. Ce responsable avait une technique très précise. Quand il prenait une décision qui se révélait mauvaise, il réécrivait l'histoire. Il disait « Je vous avais pourtant averti ou j'avais bien dit qu'il fallait faire autrement ». Et comme il était dans une position d'autorité, les gens finissaient par douter de leurs propres souvenirs. Ils se disaient « Peut être qu'il a effectivement dit ça et que je n'ai pas bien écouté ». Et Marc est venu me voir épuisé, profondément épuisé. Parce que quand vous passez votre temps à douter de vous-même, à vérifier, à vous interroger sur votre propre fiabilité, c'est épuisant. Ce n'est pas un épuisement physique, c'est un épuisement de l'âme. Alors comment se protéger de ça? Comment ne pas tomber dans ce piège? Il y a quelque chose simple, concrète, que je veux partager avec vous. La première, c'est d'apprendre à faire confiance à vos ressentis comme données premières. Non pas comme vérité absolue, mais comme information valable. Si vous êtes sorti d'une conversation en vous sentant blessé, rabaissé, confus, cette sensation a de la valeur. Elle vous dit quelque chose. Ne la balayez pas trop vite, même si la personne en face vous assure que vous avez tout mal interprété. La deuxième, c'est de noter. Pas pour alimenter une forme de paranoïa ou pour constituer un dossier, mais parce que l'écriture ancre la mémoire. Quand vous sentez qu'une conversation a été difficile, écrivez ce qui s'est passé, comment vous vous êtes senti, ce qui a été dit, pas pour l'autre, pour vous, pour ne pas laisser votre mémoire se faire remodeler. Et la troisième, c'est de parler à des personnes de confiance en dehors de cette relation. Parce que l'isolement est l'allié des dynamiques toxiques. Si une seule personne définit votre réalité, vous êtes vulnérable. Mais si vous avez des amis, une famille, un thérapeute, d'autres voix en qui vous avez confiance, vous avez des points d'ancrage, des miroirs plus fidèles. Nous parlons beaucoup, depuis le début, de phrases qui font du mal. Mais je vais ouvrir une parenthèse importante, une parenthèse sur la nuance. Toutes les personnes qui disent des choses maladroites ne sont pas toxiques. Toutes les maladresses ne sont pas des manipulations. Et je le dis parce que dans le monde actuel, il y a parfois une tendance à pathologiser les relations humaines, à voir de la manipulation partout, à étiqueter trop vite. La différence entre une personne maladroite et une personne véritablement toxique, elle est souvent dans la régularité, dans le pattern, comme on dit. Une personne maladroite peut dire quelque chose qui blesse et quand on lui dit, elle peut entendre. Elle peut se remettre en question. Elle peut s'excuser avec une intention sincère de changer. Une dynamique toxique, elle, se caractérise par une résistance constante à la remise en question. Par le fait que les mêmes schémas se répètent, que vous les signalez ou non, que vos besoins reviennent toujours au second plan. Que vous vous sentez, après chaque conversation importante, plus petit, plus confus, plus coupable que vous ne l'étiez avant. Ce n'est pas la présence d'une mauvaise conversation qui définit une relation toxique. C'est l'absence durable de réparation possible. Prenons une pause pour respirer. Ce que nous venons d'explorer, c'est déjà beaucoup. L'invalidation émotionnelle, la réécriture de la réalité,
les mécanismes subtils par lesquels certaines personnes, parfois sans en avoir pleinement conscience, nous amènent à douter de nous-mêmes. Si, jusqu'à présent, quelque chose de ce que vous avez entendu vous a fait réfléchir, si un souvenir est remonté, si une relation dans votre vie a pris une lumière différente, je vous invite à prendre le temps de vous abonner pour continuer à explorer ces réflexions ensemble et pour vous entourer de voix qui vous aident à mieux vous comprendre. Avançons maintenant vers une troisième famille de phrases, celles que j'appelle les phrases de culpabilisation. Elles fonctionnent sur un mécanisme très ancien et très profond, parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'appartenir, nous avons besoin d'être aimés. Et la culpabilité, quand elle est utilisée comme levier, touche quelque chose de très central en nous. Ces phrases ressemblent à « après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ça » ou encore « je ne suis rien pour toi apparemment ». Vous les reconnaissez peut-être, ces phrases qui font que même quand vous posez une limite parfaitement raisonnable, même quand vous exprimez un besoin légitime, vous finissez par vous excuser, vous finissez par reculer, vous finissez par vous sentir coupable d'avoir simplement existé avec vos propres besoins. Ce qui est fascinant et en même temps si douloureux, c'est que ces phrases fonctionnent précisément parce que vous êtes quelqu'un de bien. Elles ne fonctionnent pas sur des personnes indifférentes, elles fonctionnent sur des personnes qui se soucient des autres, des personnes empathiques, conscientes, qui ne souhaitent pas blesser. Et cette bienveillance-là, cette sensibilité est retournée contre vous. Je pense à un homme, appelons-le Paul, qui avait une mère profondément aimante dans ses intentions, mais qui avait appris dans sa propre enfance difficile que l'amour se méritait par le sacrifice. Et chaque fois que Paul essayait de poser une frontière, de refuser quelque chose, de dire non, sa mère trouvait le moyen de lui faire comprendre qu'il la blessait. Pas avec de la colère, avec de la tristesse, avec du silence. Avec ces mots doucement prononcés, je savais que je ne comptais pas vraiment pour toi. Et Paul, adulte, continuait à tout organiser autour des besoins de sa mère, annulant ses propres projets, rentrant de loin pour ne pas la décevoir. Et il n'était pas malheureux, nécessairement. Il l'aimait, mais il y avait en lui cette fatigue sourde, cette impression de ne jamais être tout à fait libre d'exister à sa propre façon. Ce que je lui ai dit un jour et ce que je veux vous dire, c'est ceci. Poser des limites n'est pas un acte d'amour insuffisant, c'est un acte de santé. Et une relation dans laquelle vos limites sont systématiquement interprétées comme des preuves de votre manque d'amour, une telle relation vous demande de choisir entre votre intégrité et l'approbation de l'autre, et ce choix-là, ce n'est pas juste. Il y a une phrase cousine de la culpabilisation qui mérite qu'on s'y attarde un moment. Elle peut être la plus subtile de toutes. Elle ressemble à ceci. Je plaisantais. Tu ne sais pas prendre les choses à la légère. Ou c'était pour rire. Tu prends tout trop au sérieux. Ces phrases-là sont particulièrement déstabilisantes parce qu'elles utilisent l'humour comme couverture. Et l'humour, dans notre culture, a quelque chose de presque sacré. On dit que quelqu'un n'a pas d'humour comme si c'était un défaut de caractère grave. Et personne ne veut être celui qui ne comprend pas une blague. Alors quand quelqu'un dit quelque chose de blessant, de dégradant, parfois de franchement cruel, et que vous réagissez et que la réponse est « c'était une blague », vous êtes mis dans une position impossible. Si vous insistez sur votre blessure, vous êtes le rabat-joie. Si vous laissez tomber, la blessure reste. Et l'autre s'en sort sans avoir eu à rendre des comptes. Ce mécanisme a un nom en psychologie, l'humour comme mécanisme de défense. Et dans ce contexte précis, il est utilisé comme outil pour dire des choses qu'on n'oserait pas dire directement et pour s'en sortir sans conséquence. Voilà une règle simple que j'aime partager. Une vraie blague entre personnes qui se respectent fait rire les deux parties, pas seulement celui qui blague. Et si vous vous sentez régulièrement blessé par les plaisanteries de quelqu'un et régulièrement coupable de ne pas savoir rire, c'est une information.
Une information importante sur ce que cette relation fait à votre estime de vous-même. Si vous êtes avec moi depuis le début, je veux vous dire que je suis touché de votre présence et de votre attention. Ces sujets ne sont pas toujours faciles à entendre. Ils peuvent remuer des choses, des souvenirs, des visages. Et c'est normal. C'est même le signe que quelque chose en vous est vivant et attentif. Pensez à laisser votre like sur cet épisode si vous sentez qu'il pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Continuons ensemble. Il y a une quatrième famille de phrases que je veux aborder maintenant. Ce sont les phrases de comparaison et de diminution. Elles ressemblent à « regarde comme un tel s'en sort bien lui » ou « tu aurais pu faire tellement mieux » ou encore, dans une forme très courante, « tu es exactement comme ton père ou ta mère » ou n'importe qui d'autre que la personne considère comme un défaut. Ces phrases opèrent sur quelque chose de très fondamental. Notre besoin d'être vu pour ce que nous sommes dans notre singularité, notre besoin que les personnes importantes de notre vie reconnaissent notre valeur propre, pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais pour nous-mêmes. Quand quelqu'un vous compare régulièrement à d'autres, toujours à votre désavantage, il envoie un message clair, tu n'es pas suffisant tel que tu es, il y a un idéal que tu n'atteins pas et tu devrais en avoir honte. Et l'effet à long terme, c'est précisément ce que la psychologie appelle une faible estime de soi. Pas l'humilité, qui est une belle qualité, mais cette conviction profonde et douloureuse que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous décevez, que vous devriez être différent de ce que vous êtes. J'ai souvent observé que ces comparaisons sont particulièrement fréquentes dans les familles, entre parents et enfants, bien sûr, mais aussi entre frères et sœurs. Le frère qui réussit mieux, la sœur qui est tellement plus organisée, et ces comparaisons, quand elles sont répétées tout au long de l'enfance, tracent des sillons très profonds dans notre perception de nous-mêmes. Ce n'est pas une fatalité, ces sillons peuvent s'effacer, ou du moins s'atténuer, mais pour cela, il faut d'abord les voir. Il faut comprendre d'où vient cette petite voix intérieure qui dit « tu n'es jamais assez bien ». Et réaliser que cette voix n'est pas la vôtre, c'est la voix de quelqu'un d'autre, que vous avez intégrée sitôt que vous la croyez native. Il y a quelque chose que je veux ouvrir maintenant, parce que cela me semble important pour la suite. C'est la question du pourquoi. Pourquoi ces personnes font-elles ça? Pourquoi invalident-elles, culpabilisent-elles, réécrivent-elles la réalité, diminuent-elles les autres? Et je veux vous donner une réponse honnête, même si elle est inconfortable. Dans la plupart des cas, ces personnes ne sont pas malveillantes au sens conscient du terme. Elles ne se lèvent pas le matin en se disant « aujourd'hui je vais briser quelqu'un ». Ce serait plus simple d'une certaine façon. On pourrait les identifier facilement, les fuir, les étiqueter. Non, la réalité est plus complexe et plus triste. La plupart de ces personnes reproduisent. Elles reproduisent ce qu'elles ont appris, ce qu'on leur a appris sur les relations, sur le pouvoir, sur l'amour. Elles ont pu être grandies dans un environnement où l'amour était conditionnel, où l'on n'existait qu'en dominant les autres, où la vulnérabilité était dangereuse et devait donc être attaquée chez les autres avant qu'elle ne soit exploitée chez soi. Certaines ont des blessures très profondes que ces comportements protègent, des blessures narcissiques, des peurs d'abandon intenses, une insécurité fondamentale qui cherche à se stabiliser en contrôlant l'environnement, y compris les personnes qui les entourent, et une petite partie, oui, ont développé des traits de personnalité qui rendent la relation durablement toxique, indépendamment des circonstances. Des personnalités narcissiques sévères, des personnes avec des tendances manipulatoires profondes, mais même là, ce sont souvent des personnes blessées au plus profond d'elles-mêmes. Je vous dis tout ça, non pas pour excuser, pas pour vous convaincre de rester dans des situations qui vous font du mal, mais pour vous inviter à ne pas nourrir de haine. Parce que la haine est lourde à porter. Et parce que comprendre l'origine de quelque chose n'empêche pas de s'en protéger, on peut comprendre pourquoi il pleut et quand même mettre un imperméable. Parlons maintenant d'une cinquième catégorie, celle des phrases qui créent la dépendance et l'isolement. Elles peuvent ressembler à « tu as de la chance que je sois là pour toi, les autres ne te supporteraient pas ».
ou je suis le seul à vraiment te connaître, ou encore tes amis ne te veulent pas vraiment du bien. Ces phrases ont quelque chose de particulier. Elles créent un territoire exclusif. Elles disent, en substance, le monde est dangereux, les autres ne valent rien, mais moi je suis différent. Je suis ton refuge, et si tu pars, si tu t'éloignes, si tu vas chercher ailleurs une relation, une amitié, un soutien, tu vas t'en rendre compte. C'est le mécanisme de l'isolement. Et il est au cœur de nombreuses dynamiques abusives, qu'elles soient amoureuses, familiales ou même professionnelles, parce que l'isolement sert quelque chose de précis. Quand vous n'avez qu'une seule personne dans votre monde relationnel, cette personne devient toute puissante. Elle devient votre seule source de validation, de regard, de connexion. Et cela la met dans une position de pouvoir absolu sur vous. J'ai rencontré des personnes qui avaient vécu ça pendant des années, qui s'étaient retrouvées parfois très progressivement coupées de leurs amis, de leur famille, de leurs activités, pas toujours brutalement, souvent doucement. La première fois, c'est une jalousie présentée comme de l'amour. La deuxième fois, c'est une dispute si lourde autour d'une sortie que vous y renoncez pour avoir la paix. La troisième fois, vous commencez à faire le choix vous-même pour éviter le conflit. Et à la 10e fois, vous ne voyez plus personne d'autre. Et vous ne vous en rendez pas même plus compte. Si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, si votre entourage s'est réduit autour d'une seule relation, je vous invite doucement à reprendre contact avec un ami, avec un frère ou une sœur, avec un voisin de confiance, avec un thérapeute. La reconnexion peut être difficile, embarrassante même après du temps, mais elle est souvent le premier pas vers la lumière. Je veux prendre un moment pour faire une distinction qui me semble fondamentale, la distinction entre les mots qui blessent et les relations qui abîment. Une seule phrase blessante, même grave, ne fait pas d'une relation une relation toxique. Tout le monde a des moments de maladresse. Tout le monde peut dire quelque chose d'injuste, de blessant, dans un moment de colère ou d'épuisement. La question n'est pas de savoir si quelqu'un vous a un jour dit quelque chose de difficile. La question est, qu'arrive-t-il ensuite ? Est-ce qu'il y a réparation ? Est-ce qu'il y a reconnaissance ? Est-ce qu'il y a une volonté de comprendre ce que vous avez vécu ? Ou est-ce que le pattern se répète encore et encore avec les mêmes phrases, les mêmes effets, sans jamais rien changer ? C'est dans la durée, dans la répétition, dans l'absence de réparation possible, que quelque chose bascule de la maladresse humaine vers la toxicité relationnelle. Et je veux aussi vous dire ceci, vous aussi, vous avez peu être dit des choses que vous regrettez. Vous aussi, vous avez peu être blessé quelqu'un que vous aimiez dans un moment de douleur ou d'épuisement. Cela ne fait pas de vous une personne toxique. Cela fait de vous un être humain. La différence, c'est ce que vous faites avec ça. C'est votre capacité à regarder vos propres ombres, à vous remettre en question, à vous excuser sincèrement, à essayer vraiment de faire différemment. Si vous êtes encore là avec moi, merci. Vraiment. Nous avons déjà parcouru beaucoup de chemin ensemble et je veux vous rappeler, si vous trouvez de la valeur dans ces réflexions, de les partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ces conversations ont plus de portée quand elles se répandent doucement, de personne à personne. Abordons maintenant quelque chose que je trouve particulièrement délicat à traverser. Ce sont les phrases qui se glissent dans les moments de vulnérabilité. Parce qu'il y a des personnes qui semblent avoir une forme de radar pour nos moments de faiblesse. Et c'est précisément dans ces moments-là, quand vous traversez une difficulté, quand vous êtes découragé, quand vous avez besoin d'être soutenu, que certains choisissent de frapper, pas avec de la brutalité visible, avec des petites phrases habillées de sollicitude. Quelque chose comme « je t'avais prévenu », tu vois. Ou c'est ce qui arrive quand on ne m'écoute pas. Ou encore cette forme particulièrement cruelle, j'espère que maintenant tu vas comprendre que tu dois changer. Ces phrases disent, dans les moments où vous avez le plus besoin d'être tenu, de soutien, de présence, je ne suis pas là pour te tenir, je suis là pour te rappeler que tu as eu tort, pour enfoncer la tête de quelqu'un sous l'eau au moment précis où il essaye de nager. Et ce qui est troublant, c'est que souvent, ces personnes sont convaincues de vous aider. Elles pensent vraiment que vous rappeler vos erreurs dans vos moments de fragilité vous rendra plus fort,
C'est une vision de la bienveillance profondément déformée, souvent héritée d'une culture de la dureté, de l'idée que la tendresse est une faiblesse, mais la recherche en psychologie est très claire là-dessus. Nos moments de vulnérabilité ne nous renforcent pas quand ils sont jugés. Ils nous renforcent quand ils sont accueillis avec humanité. C'est dans la sécurité émotionnelle, pas dans la critique, que nous puisons la force de nous relever. Nous arrivons maintenant à une dimension particulièrement importante et je veux y consacrer le temps qu'elle mérite. C'est la question de comment tout ça finit par habiter notre voix intérieure. Parce que le vrai dommage des phrases toxiques, au bout du compte, c'est pas qu'elles sont dites, c'est qu'elles finissent par ne plus avoir besoin d'être dites. Elles s'installent à l'intérieur, elles deviennent la façon dont vous vous parlez à vous-même. C'est peut être la chose la plus insidieuse de toutes. Vous pouvez quitter une relation toxique, vous pouvez vous éloigner de la personne qui vous blessait, mais vous emportez parfois avec vous, sans le vouloir, une copie de sa voix, et cette voix continue à dire, même en son absence, tu exagères, tu n'es pas à la hauteur, tu vas te tromper, encore, personne d'autre ne t'accepterait. En psychologie, on appelle ça des objets introjectés, des représentations internes de personnes importantes que nous avons absorbées au point qu'elles font partie de notre paysage mental. Et quand ces personnes avaient des façons dures, critiques, déstabilisantes de nous parler, leur voix intériorisée peut être un critique intérieur particulièrement impitoyable. Reconnaître ça, c'est important, parce que cela vous permet de comprendre que cette voix n'est pas vous, elle vient de quelqu'un d'autre, et vous avez le droit, progressivement, de lui répondre, de lui dire « Merci, mais je n'ai plus besoin de toi, je sais me protéger maintenant ». Ce travail-là n'est pas simple, il ne se fait pas en un jour. Il peut demander du temps, parfois un accompagnement thérapeutique, mais il est possible, et cela vaut la peine de le faire. Je veux partager avec vous quelques pistes concrètes, des outils simples, accessibles, qui peuvent commencer à vous aider dès aujourd'hui. La première, c'est d'apprendre à nommer ce que vous ressentez en temps réel. Pas 2 jours après, pas en y repensant la nuit, mais au moment où quelque chose se contracte en vous, au moment où vous sentez ce resserrement dans la poitrine, cette confusion soudaine, ce sentiment vague d'avoir été diminué sans comprendre comment, ces sensations-là sont des signaux, apprenez à les écouter. La deuxième, c'est de vous accorder le droit à la contradiction. C'est dire que si vous dites non à quelqu'un, vous n'avez pas à l'expliquer en détail. Vous n'avez pas à vous justifier pendant des heures. Un non est une phrase complète. Et quelqu'un qui respecte votre non sans exiger une démonstration ou sans vous punir de l'avoir dit, c'est quelqu'un avec qui une relation saine est possible. La troisième piste, c'est de cultiver activement vos relations nourrissantes, celles où vous sortez de la conversation en vous sentant plus léger, plus vivant, plus vous-même. Ces relations existent, pas parfaites, mais nourrissantes. Et elles méritent que vous y investissiez du temps et de l'attention, autant sinon plus que vous n'en investissez dans les relations qui vous épuisent. Et la quatrième, c'est de ne pas vous attendre à changer les autres. Je le dis avec beaucoup de douceur parce que je sais à quel point cela peut être douloureux à entendre. Mais une grande partie de la souffrance dans les relations toxiques vient de cette attente. Si je lui explique mieux, si je suis plus patient, si j'aime mieux, alors il comprendra, alors elle changera. Certaines personnes changent, avec un travail intérieur profond, avec de l'aide, avec du temps et de la motivation. Mais vous ne pouvez pas faire ce chemin à leur place. Et attendre indéfiniment qu'elles le fassent, au prix de votre propre santé, c'est un sacrifice qui ne produit généralement pas les fruits espérés. Vous pouvez aimer quelqu'un et ne plus vouloir cohabiter avec la dynamique qu'il génère. Ces deux choses ne s'excluent pas. Pensez à partager cet épisode si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui traverse ce type de relation. Parfois, le fait de nommer ce qu'on vit, d'entendre qu'il y a des mots pour ça, que ce n'est pas dans sa tête, c'est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour commencer à reprendre pied. Je veux maintenant aborder quelque chose que j'aurais dû peut-être mettre en début d'épisode. Mais c'est souvent comme ça avec les vérités importantes. Il faut d'abord créer l'espace
pour les recevoir. Cette question, c'est celle-ci. Est-ce que moi, parfois, je suis cette personne? C'est une question difficile et je comprends qu'elle peut être inconfortable. Mais si nous parlons aujourd'hui de phrases toxiques, il me semble honnête de reconnaître que nous avons tous, à des degrés divers, dans certains contextes, utilisé certains de ces mécanismes. Nous avons tous, un jour, minimisé la souffrance de quelqu'un. Nous avons tous, dans un moment de défense, dit quelque chose qui floutait la réalité. Nous avons tous parfois utilisé la culpabilité pour obtenir quelque chose. Cela ne fait pas de nous des personnes toxiques. Mais cela nous rappelle que ces mécanismes sont humains, qu'ils émergent souvent de notre propre peur, de notre propre blessure, de notre propre manque de ressources dans un moment difficile. Alors je veux vous poser cette question, non pas pour vous accabler, mais pour vous inviter à une honnêteté productive. Y a-t-il dans vos propres relations quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans ce que j'ai décrit aujourd'hui? Quelqu'un qui, avec vous, vit peu, être quelque chose de douloureux? Parce que la croissance personnelle, la vraie, ne se limite pas à identifier ce que les autres nous font. Elle inclut aussi regarder ce que nous faisons aux autres. Et cette regardée-là, quand elle est faite avec bienveillance et sans autoflagellation, elle est l'une des plus transformatrices qui soit. Il y a un aspect dont je n'ai pas encore parlé et qui me tient à cœur, c'est le rôle du silence dans les dynamiques toxiques. Parce que tout ne passe pas par des mots. Parfois, le plus toxique est ce qui n'est pas dit, le silence punitif. Cette façon de couper tout contact, de se fermer comme une huître, de ne plus répondre pendant des heures ou des jours, jusqu'à ce que l'autre vienne ramper, supplier, promettre de ne plus recommencer. Ce silence-là n'est pas une simple méthode de gestion de la colère. C'est une manipulation, c'est une façon de punir en privant l'autre de connexion, ce besoin si fondamental chez l'être humain. Ou encore l'absence de reconnaissance, ces relations où vous pouvez faire 1000 choses bien et elles passent sans un mot. Mais quand vous faites quelque chose de moins bien, cela devient le centre de toutes les conversations. Cette asymétrie-là, où le positif est invisible et le négatif amplifié, elle crée chez celui qui la vit une anxiété permanente, une forme d'hypervigilance. Un besoin constant de faire mieux, de prouver sa valeur, sans jamais vraiment y arriver. Et il y a le silence de l'indifférence, celui de quelqu'un qui ne vous voit pas vraiment, qui traverse la relation sans jamais vraiment s'interroger sur ce que vous vivez, sur ce que vous portez, sur ce dont vous avez besoin. Ce silence-là est douloureux d'une façon particulière, parce qu'il n'y a rien à saisir. Pas de colère, pas d'attaque, juste une absence. Et cette absence peut, elle aussi, creuser profondément. Nous approchons du dernier tiers de notre exploration, et avant de parler de guérison, de reconstruction, d'espoir, je veux nommer encore quelque chose. Il s'agit de la honte. La honte est l'émotion la plus silencieuse et la plus pesante qui soit. Et elle est très fréquemment l'héritage des relations toxiques. Parce que quand on vous a dit pendant des années que vous êtes trop sensible, que vous exagérez, que vous n'êtes pas à la hauteur, quelque chose finit par se cristalliser, ce n'est plus un jugement de l'autre que vous entendez. C'est une conviction sur ce que vous êtes. Et cette conviction, c'est de la honte. La honte dit « Je ne suis pas un être humain qui fait parfois des erreurs. Je suis fondamentalement insuffisant, cassé moins que les autres. » La culpabilité, en comparaison, est moins lourde. Elle dit « J'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « Je suis quelque chose de mal ». Et le paradoxe de la honte, c'est qu'elle isole encore plus. Parce que si vous croyez que vous êtes fondamentalement insuffisant, vous allez éviter de vous montrer vraiment. Vous allez vous protéger, vous allez mettre des masques, jouer des rôles, performer une version de vous-même que vous espérez plus acceptable. Et dans cet isolement-là, la honte se renforce. Parce qu'il n'y a personne pour vous dire « Tu sais, moi aussi, je ressens ça parfois. Tu sais, ce que tu ressens, c'est humain. » La guérison de la honte passe presque toujours par la connexion, par le fait d'être vu tel qu'on est vraiment, avec ses doutes, ses peurs, ses maladresses, et d'être quand même accepté. Pas malgré ça, avec ça.
Ces expériences-là, que ce soit avec un ami très proche, un thérapeute, un groupe de parole, une communauté de foi, elles sont des antidotes puissants à la honte. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose d'essentiel pour la suite du chemin. C'est la question de ce que signifie vraiment s'en sortir. Parce que y a une vision qui circule parfois de la guérison comme d'un état final, comme si un jour vous arriviez à un point où les blessures n'existaient plus, où vous ne ressentiez plus rien en pensant à la personne qui vous avait fait du mal, où vous étiez entièrement libéré. C'est pas vraiment ainsi que ça se passe, dans mon expérience et dans ce que la psychologie nous enseigne. S'en sortir, ce n'est pas l'absence de cicatrice, c'est la capacité à regarder la cicatrice sans en être paralysé. C'est pouvoir vivre pleinement, aimer à nouveau, faire confiance à nouveau, même en sachant que vous avez été blessé. Même en sachant que vous pourriez être blessé encore. C'est comme quelqu'un qui a fait une mauvaise chute et s'est fracturé un os. Après la guérison, l'os est parfois plus solide à l'endroit de la fracture. Ce n'est pas une consolation magique. La fracture a eu lieu, elle a fait mal. Mais la guérison peut amener quelque chose que vous n'aviez pas avant. Une compréhension plus profonde de vous-même, une capacité à reconnaître plus vite ce qui ne vous convient pas, une empathie plus grande pour ceux qui souffrent, une conscience plus aiguë de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus dans vos relations. Ces choses-là ne justifient pas la souffrance. Rien ne la justifie. Mais elles sont réelles et elles vous appartiennent. Je veux parler maintenant de la question des limites. Non pas comme quelque chose de difficile ou d'agressif, mais comme quelque chose de fondamentalement aimant. Poser une limite, c'est dire à l'autre « voici comment je peux être en relation avec toi de façon saine ». C'est lui offrir la possibilité d'une relation réelle, pas une relation de façade. Ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas un rejet, c'est une proposition honnête. Bien sûr, certaines personnes vivront vos limites comme une attaque, précisément parce que votre absence de limite leur convenait, parce que votre disponibilité totale, votre souplesse infinie leur permettait d'avoir exactement ce qu'elles voulaient quand elles le voulaient, et quand vous commencez à ne plus être disponible de cette façon-là, elles peuvent réagir avec incompréhension, avec colère, parfois avec des tentatives de culpabilisation ou de manipulation encore plus intenses. Et c'est là que vous devez tenir, non pas avec de la dureté, non pas avec de la froideur, mais avec cette douceur ferme que j'aime appeler la bienveillance sans faiblesse. Une façon de dire « je t'aime, je tiens à cette relation. Et voici ce dont j'ai besoin pour que cette relation soit bonne pour moi. » Si la personne en face peut entendre ça, même avec difficulté, même avec un peu de temps, alors il y a quelque chose à construire. Si la personne en face est totalement incapable d'entendre ça, si vos besoins sont systématiquement présentés comme une menace, alors vous avez une information précieuse sur la nature de cette relation. Je veux faire un détour par quelque chose que j'aime beaucoup, une image simple. Imaginez un jardin, votre jardin intérieur. Ce jardin, c'est votre monde émotionnel, votre énergie, votre temps, votre attention. Ces ressources sont précieuses et limitées. Elles ne sont pas infinies. Dans ce jardin, certaines relations sont comme de la pluie et du soleil. Elles nourrissent, elles aident les choses à pousser, elles apportent de la fraîcheur ou de la chaleur au bon moment. D'autres sont comme des plantes envahissantes. Elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais si on ne les gère pas, si on ne pose pas de clôture, elles finissent par prendre toute la place, elles étouffent ce qui pourrait pousser d'autres. Elles monopolisent toutes les ressources et le gardiennage de soi, l'art de prendre soin de son jardin intérieur, c'est décider avec intention ce à quoi vous donnez votre eau et votre lumière. Non pas en extirpant brutalement tout ce qui dérange, mais en étant conscient, attentif, progressif. Qu'est-ce que vous arrosez en ce moment dans votre vie ? Qu'est-ce qui prend toute la place dans votre jardin et qu'est-ce que vous aimeriez voir pousser si seulement vous pouviez lui faire un peu plus de place. Nous approchons maintenant de la conclusion. Mais avant d'y arriver, je veux partager avec vous quelque chose sur le pardon. Le pardon est un mot dont on abuse parfois. On l'utilise parfois comme une injonction, comme si ne pas pardonner était une faute morale.
comme si votre blessure était un défaut de caractère que vous devriez surmonter au plus vite. Je ne pense pas que le pardon soit quelque chose qu'on doit. Je pense que c'est quelque chose qui arrive ou qui n'arrive pas en son temps propre. Et je pense surtout que le pardon est un acte pour soi, pas pour l'autre. Pardonner, dans le sens où je l'entends, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Ce n'est pas effacer. Ce n'est pas réconcilier. C'est choisir de ne plus porter la blessure comme définition de qui vous êtes. C'est décider de ne plus laisser ce qui a été fait déterminer ce que votre avenir sera. C'est un acte de libération et il n'a pas de délai imposé. Il vient quand il vient, parfois après des années, parfois jamais, complètement. Et c'est très bien ainsi. Ce qui importe, c'est de ne pas confondre le pardon et l'oubli. De ne pas confondre pardonner et accepter de recommencer. Certaines personnes, certaines dynamiques méritent un pardon de loin, depuis une distance sécurisante, et cette distance n'est pas de la rancœur, c'est de la sagesse. Il y a une phrase que j'entends parfois dans les accompagnements qui me touche profondément, des personnes qui ont traversé des relations très difficiles et qui me disent « mais maintenant, comment je fais confiance à quelqu'un ? Comment je sais que la prochaine relation ne sera pas pareille ?» Et ma réponse est toujours la même. La confiance ne se reconstruit pas en décidant un beau matin de faire confiance à nouveau. Elle se reconstruit par l'expérience, par de petites expériences répétées où vous donnez un peu de vous-même et où vous êtes traité avec soin, où vous dites quelque chose de vrai et où vous êtes entendu, où vous posez une limite et où elle est respectée. Ces petites expériences sont comme des briques. Lentement, elles reconstruisent quelque chose, pas une naïveté retrouvée. Quelque chose de plus solide que ça. Une confiance fondée sur l'expérience et sur votre connaissance de vous-même. Une confiance qui dit « je sais maintenant ce que je ressens quand une relation est bonne pour moi. Et je sais aussi reconnaître les signaux qui indiquent qu'elle ne l'est pas. » Vous avez appris quelque chose à travers ce que vous avez traversé. Un apprentissage douloureux, certes, mais réel. Et cet apprentissage-là, il vous appartient. Il ne peut pas vous être pris. Je veux, avant de conclure, vous dire un mot sur la bienveillance envers vous-même. Parce que dans tout ce que nous avons dit aujourd'hui sur les phrases toxiques, sur les dynamiques blessantes, sur les effets durables, il y a un risque. Le risque de se juger soi-même sévèrement d'y avoir été exposé. De se dire « mais comment ai-je pu ne pas voir ? Comment ai-je pu rester si longtemps ? Pourquoi ne m'en suis-je pas sorti plus tôt ?» Et je veux vous dire, arrêtez-vous là, doucement. Et soyez juste un instant avec cette question, est-ce que vous seriez aussi sévère avec un ami qui vous raconterait la même histoire ? Si quelqu'un que vous aimez vous disait « j'ai vécu dans une relation qui me blessait et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite », est-ce que vous lui reprocheriez sa naïveté ? Ou est-ce que vous lui diriez, avec toute la tendresse que vous pouvez avoir, c'est normal, ces dynamiques sont conçues pour ne pas être visibles. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Et maintenant tu ne sais plus, accordez-vous cette même tendresse. Vous méritez votre propre bienveillance, au moins autant que vous la donnez aux autres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, je veux vous dire quelque chose de sincère, pas comme une formule, comme quelque chose que je ressens vraiment. Vous êtes venu écouter ça, vous avez pris du temps pour vous asseoir avec ces questions difficiles, pour regarder en face des dynamiques qui font parfois mal à voir. Et ça, c'est déjà un acte de courage. Beaucoup de gens préfèrent ne pas regarder, préfèrent continuer à avancer sans se retourner, sans nommer, sans comprendre. Parce que regarder, ça prend de l'énergie, ça demande quelque chose. Vous avez choisi de regarder. Et c'est la première condition de tout changement. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez envie d'approfondir un thème particulier, n'hésitez pas à le partager. Ces conversations, elles n'ont de sens que parce que vous êtes là. Voici, pour finir, ce que je veux que vous emportiez de cette heure passée ensemble. Ce que vous ressentez est réel. Vos émotions sont valides, même quand quelqu'un a essayé de vous convaincre du contraire. Ce ne sont pas vos perceptions qui sont défaillantes. Souvent, c'est le miroir qu'on vous tendait qui était déformé. Reconnaître les phrases toxiques n'est pas un exercice de méfiance, c'est un exercice de clarté.
Savoir nommer ce qui fait du mal, c'est avoir accès à un outil que vous n'aviez peut-être pas avant. Et cet outil vous appartient maintenant. Vous n'êtes pas condamné à répéter. Ce que vous avez vécu jusqu'ici n'est pas une sentence sur votre avenir. Des relations saines existent. Vous avez le droit d'y accéder et avec un peu de chemin intérieur, avec de la patience envers vous-même, vous pouvez apprendre à les reconnaître. Et enfin, la croissance ne demande pas la perfection, elle demande juste une direction. Et le fait que vous soyez là aujourd'hui, que vous ayez choisi de vous donner ce temps de réflexion, dit quelque chose de beau sur votre désir de vivre mieux, d'aimer mieux, d'être plus pleinement vous-même. Ce chemin-là ne se fait pas en une journée, mais chaque pas compte, même les petits, même les hésitants, même ceux qui ressemblent à des reculades. Vous êtes dans le mouvement, et c'est ce qui compte. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, vraiment. Ces conversations sur la vie intérieure, sur les relations humaines, sur la façon dont nous nous construisons et parfois nous défaisons, elles ont pour moi une valeur particulière, parce qu'elles ne sont pas abstraites, elles parlent de vraie vie, de vraies douleurs et de vraies possibilités. Si cet épisode vous a été utile, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et si vous pensez à quelqu'un qui traverse quelque chose de semblable, quelqu'un qui se perd dans une relation compliquée, quelqu'un qui doute de lui-même, quelqu'un qui a besoin d'entendre que ce qu'il ressent est réel et que ça peut aller mieux, alors partagez-lui cet épisode. Ce simple geste pourrait lui faire du bien. Prenez soin de vous, avec la même attention que vous portez aux autres. Vous le méritez. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode.